d'Arras, dans le Pas-de-Calais, qui fut le premier à partager la dynamique Église ouverte en dehors de nos frontières. Michel Tilly, aujourd'hui président de notre réseau en Nord de France, est surtout connu pour son engagement de longue date dans la commission d'art sacré de ce diocèse et le conseil départemental d'architecture, urbanisme et environnement. C'est à ce double titre, à la fois ecclésial et civil, qu'il fut chargé d'encourager les églises à sécuriser efficacement leur précieux patrimoine. Avant d'investir dans des technologies dissuasives, détection, alarme et autres systèmes de vidéosurveillance, la sécurisation est avant tout une affaire de bon sens et de réflexes simples. Nous le remercions d'évoquer pour nous l'impact de journées de mise en situation originales autant qu'efficaces. Bon, bonjour à tous. Je vais être bref, mais appuyer surtout sur des points bien précis et vous partager une expérience qu'on a mise en place il y a maintenant 1 an. Alors, est-ce pensable que de vouloir sécuriser une église? Il faut savoir que quoi que l'on fasse, un voleur déterminé arrivera toujours à son but. Les expériences vécues le prouvent. Donc, essayons de faire le mieux possible avec les moyens qu'on a, sans trop rêver d'une sécurité à 100%. Déjà, il faut relativiser les choses. Nous avons 40 000 églises en France. Les services officiels dénombrent 200-350 vols. Or, il faut nuancer parce que c'est les vols déclarés. Il y a aussi les vols non déclarés. Et ça existe. Bon, ça représente quand même si on arrive à 400, on est autour de 1%, c'est pas énorme. Le problème, c'est que peu d'objets volés sont retrouvés. Alors, on en retrouve en Belgique, vous savez. Nous, le Nord, nous sommes une des plateformes du trafic. Ce qui est volé à 3 h du matin dans le Pas-de-Calais est déjà arrivé à 7 h du matin en Belgique. C'est connu. Donc, c'est une zone. Et l'inverse, hein. Et l'inverse. Non, mais on est bien dedans. Ce qui veut dire que, quand on parle des Pays-Bas espagnols, il y a une richesse dans cette région en matière d'art qu'on ne retrouve pas globalement. Donc c'est normal aussi, quelque part, qu'on soit peut-être plus visé que les autres. Devant ce fait, tant les mairies communes que les paroisses sont démunies. Et puis, comme on a parlé souvent d'inventaire, il faut reconnaître que l'inventaire n'existe pas toujours. Et c'était un des bienfaits de la mise en place du réseau, c'est d'amener à faire les inventaires. Tout ça a généré une peur qui a entraîné la fermeture de beaucoup d'églises. 1108 églises pour le diocèse d'Arras, département du Pas-de-Calais, 1108, c'est énorme. Là-dessus, il y en a plus de 60 voire 70% qui sont fermés. C'est impensable, mais c'est comme ça. En plus, bien souvent, les faits sont défendus. Et les journalistes ici présents m'appellent souvent pour vérifier ce qu'on leur a rapporté est juste ou pas juste, et ça nous amène quelquefois à rétablir la vérité et surtout à être beaucoup plus nuancés que certains le sont. Voilà. Donc, on a posé le contexte. Posons-nous la question pourquoi il y a des vols. Alors, il y a une réponse toute simple. L'État et les communes ont fait des efforts considérables pour protéger les œuvres et sécuriser les musées. Ils ne se sont pas trop préoccupés des églises. Or, si on cumule la totalité des œuvres d'art qui existent dans les églises, à elles seules, elles sont plus nombreuses que tout ce qui est dans la totalité des musées. En plus, pour moi, c'est une erreur que de sortir une œuvre d'art
du lieu pour lequel elle a été conçue, parce qu'elle perd son sens et sa lecture devient délicate et difficile. Vous ne regardez pas une descente de croix de Rubens de la même façon sur le mur d'un musée que accroché entre deux colonnes d'une église. C'est sûr. Donc, essayons de maintenir nos œuvres d'art dans les églises, mais comment? Un premier point qu'il faut savoir, c'est que fermer une église, ça ne sert à rien, ça n'empêche pas les vols. De toute façon, on sait que les vols importants ont lieu la nuit. Et la nuit, ce n'est pas l'heure où les églises sont ouvertes. Une église qui est ouverte, une église qui est mieux protégée qu'une église fermée. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte, il y a une ambiance. Vous savez, la petite table allumée là-bas au fond. Quand quelqu'un rentre dans l'église, même si il n'y a personne dans l'église, il voit cette lampe. Ah. Il avance, il voit une bouteille de farfraîche, il voit des bougies allumées. C'est un lieu habité. Quelqu'un peut rentrer ici d'une minute à l'autre. Donc, la présence du public, alors par mot présence, je mets présence ou passage du public, c'est important parce que ça crée une ambiance qui est dissuasive. Faut-il cacher nos œuvres, ne pas en parler, ou faut-il en parler? Il est vrai qu'il y a une culture du secret autour des œuvres qui s'est développée jusqu'à 3 ou 4 ans. Si vous suivez les revues d'art, vous avez ici des gens qui ont fait l'histoire de l'art, qui sont sans doute comme moi, lecteurs d'un certain nombre de revues d'art. Je lisais il y a quelques mois dans la Tribune des Arts ces mots tout simples: s'il vous plaît, parlez de vos œuvres, parlez-en dans la presse, annoncez-les. Plus on en parle, plus elles sont notifiées, plus elles sont protégées. Ça, c'est un langage qu'on n'entendait pas il y a 5 ans. Donc on s'est rendu compte aujourd'hui que c'est un des aspects qui est au contraire de ce qu'on pensait. Alors, que faire? Que faire? Bah déjà, avoir une bonne connaissance des lieux. Donc les inventaires, ce n'est pas une bêtise, c'est important. Il faut devoir les faire. Connaître les lieux, c'est où est l'œuvre, à tel endroit dans l'église. Le petit truc qui est caché là dans le coin, il faut savoir qu'il est là, parce que demain matin, il n'est plus. Hein? Parce qu'il est passé. Hein? Ouais. Donc il faut savoir où sont les choses. Il faut faire attention aux clés, aux protestants. Bon. En fait, c'est avoir du bon sens par des actions dissuasives. Donc il faut agir. Alors, vous me direz, c'est évident qu'il faut faire un certain nombre de gestes simples, mais ce n'est pas acquis. On n'a pas les réflexes qu'il faut. Et je vais vous en montrer un certain nombre d'exemples. Donc, à partir de ce constat-là, on avait fait toute une série de journées sur la sécurité. Souvent, on travaillait en tandem avec Géry, il faisait un truc, je le faisais, on s'échangeait les idées, on s'est passé. Et un jour, l'une d'entre nous, un membre de mon équipe, me dit: Michel, ça ne va pas. Il faut qu'on mette les gens dans la situation réelle. Et on l'a fait par jeu. On a un jeu, dont on pourra parler, qui met les gens en situation telle qu'ils sont amenés à réagir. Et il y a 2 étapes. Il y a une démarche de réflexion intellectuelle et une mise, je dirais, en situation. Alors Marco va vous expliquer cette démarche intellectuelle, puisque c'est elle qui l'a animée la dernière fois. On a vraiment 2 étapes essentielles. Donc d'abord, on va faire une réflexion personnelle. On va distribuer 3 petits bouts de papier à chaque personne présente à la formation. Et on va leur demander d'écrire, de répondre à notre question qui est toute simple: comment je peux sécuriser mon église? Et donc, à eux de réfléchir, on leur donne 5-10 minutes pour réfléchir eux-mêmes, et qui répondent sur ces 3 papiers ce qu'ils pensent être le mieux. Ensuite, nous, on ramasse ces petits papiers qu'on va mélanger et redistribuer aux autres personnes. Et ces personnes vont se retrouver avec les papiers de sa voisine, de celui au fond de la salle, et ils vont pouvoir voir ce que les autres ont écrit sur ces bouts de papier, donc voir si c'est les mêmes idées ou s'il y a d'autres idées. À partir de là, pareil, il y a toujours 3 bouts de papier, et on leur demande de trier ces bouts de papier dans l'ordre de la meilleure idée à la plus mauvaise. Et ensuite, on leur demande de se lever, d'aller échanger avec leurs voisins, avec les autres personnes présentes à la formation, sur ce qu'ils ont sur un bout de papier, qu'est-ce qu'ils en pensent,
Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que vous ferez? Moi, je ferai pas ça. Et donc, c'est vraiment un moment privilégié pour échanger entre les membres du réseau aussi. Donc, une fois ça fait, on les met en groupe. Et en groupe, avec les petits bouts de papier qu'ils ont ramassés, ils doivent dessiner ce qui serait les 3 meilleurs exemples pour sécuriser son église. Donc ici, on a un dessin qui nous montre ce qui pense être la solution d'un groupe. Donc vous avez ici au centre, à la porte, une présence en pointillé. Ça revient à ce que Michel disait tout à l'heure. C'est montrer une présence sans être là. Quelqu'un qui passe de temps en temps voir si ça va bien. Les fleurs, les bougies allumées. Ou alors il y a une dame qui nous a fait rire, mais son idée n'est pas bête, qui a dit qu'il laissait son balai traîner au milieu de l'église. Comme ça veut dire, j'étais là en train de faire le ménage, mais je vais revenir, j'ai fait autre chose en attendant. Après, on compte aussi pour chacun pour protéger son patrimoine. C'est le coureur qui va passer, l'agriculteur qui va veiller sur son église et s'il voit quelque chose d'anormal, qui n'hésite pas à prévenir. Et on a aussi la voisine qui regarde de temps en temps ce qui se passe. Bon, là, on a d'autres exemples qui reviennent. On va aller justement au milieu de la nef. Ce qui revenait beaucoup, c'était la présence de musique. Je l'ai entendu tout à l'heure, quelqu'un en parlait quand Michel expliquait. On a aussi la mise sous vitrine des œuvres importantes et aussi beaucoup des caméras. C'est ce qui revenait le plus souvent. Donc vraiment, ce qui était important pour nous, c'est vraiment qu'il y avait un brassage d'idées. Vraiment, les gens pouvaient échanger, et s'échanger les conseils, s'échanger les bonnes idées. Et c'est vraiment très important. Et puis, donc c'est vraiment une évaluation de l'idée. Quelqu'un qui va lui dire, non, moi je ne serais pas trop comme ça. Et donc, à eux de voir ensuite comment ils peuvent appliquer l'idée dans leur église. Donc, vous voyez, c'est amener ceux qui ont une responsabilité comme vous à, ensemble, non pas attendre de l'orateur une réponse à vos questions, mais de vous poser les questions de l'un à l'autre, d'apporter vos propres réponses et de les évaluer. Et c'est là où on se rend compte que nous sommes pleins d'idées, plein d'initiatives, et qu'ensemble on peut apporter des solutions. Alors on a parlé des caméras, c'est pas la meilleure, loin de là. En plus, je rediscutais avec les services de police dernièrement, qui nous avouaient que la plupart du temps c'est inexploitable. Pour eux, c'est pas grand-chose. Donc, est-ce que je peux appliquer ces petites solutions auxquelles on a pensé? Alors, on se met donc dans une situation in situ, c'est-à-dire que le groupe, après avoir réfléchi ensemble et essayé de trouver différentes solutions et réponses, vient dans une église que nous avons truquée. Ben oui, il ne faut pas poser des pièges. Donc, je vais vous montrer quelques trucs qu'on a fait pour amener les gens à réagir. Et c'est là où on acquiert ces réflexes de bon sens. Alors, on a fait ça avec Jean-Luc et Margot. Voilà trois exemples. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, une étole qui est restée sur le Poggio d'Estal. Un encensoir qui est resté sur le côté de l'hôtel, qui n'a pas été rangé. Et là-bas, un encensoir qui est au pied d'un hôtel. Ça, on l'a reconstitué, mais ce sont des choses que j'ai vécues. Je l'ai vu réellement. Et c'est pour ça que je me suis inspiré de ça. Je n'ai pas inventé, c'est vu. Ça existe. Autre exemple, on visite une église et on voyait un petit truc qui passait de la poche. Et la dame dit, ah oui, les clés du tabernacle sont là. Alors le Suisse est en exposition dans l'église, et on a caché la clé du tabernacle dans la poche du Suisse. Vous me direz, il faut penser à y aller. Ben oui, ça y est, ça existe. Autre corps vécu, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, c'est une petite qui brille, là, vous voyez. C'est un tabernacle à double porte, et la clé est entre les deux portes, comme ça. Autre chose que nous avons eu, le confessionnal qui est là. Passer la main, accrocher un clou,
la clé de la sacristie. Je ne vous parle pas de la clé derrière le pied de la statue, c'est tellement courant. Autre exemple, réel, la petite statuette que vous voyez, la petite piéta à droite, a été volée lors de la dernière série de vols qui s'est tenue dans le Nord-Pas-de-Calais l'été dernier. Elle ne fait pas partie des objets qu'on a retrouvés, celle-là, elle est tout de suite partie sur le marché. Heureusement, c'était un plâtre sans qualité. Pas grave. N'empêche, l'exemple est intéressant. Cette statuette se trouve sur un tombeau, oui, à Saint-Taf, de la famille des Sires de Créqui, donc c'est assez ancien, dans le chapelle seigneurial de l'église. Juste en face, il y avait un Saint-Sébastien, monument historique, qui était scellé, mais mal scellé. Il est grand comme ça, il est parti, on l'a retrouvé. Mais c'était du servez-vous. Comme, regardez ici, l'horloge qui est à côté de la chaire. Alors on a parlé des horloges tout à l'heure, c'est sûr que les grandes horloges, le clocher, on ne peut pas les mettre dans la poche. Mais ça, vous avez le dos tourné, quelqu'un ne crochet pas avec. J'ai pas pu amener la photo parce que je n'ai pas eu l'occasion de la tirer, mais nous avons une église du réseau où il y a l'adoration permanente 4 jours par semaine. Un jour, on a vu quelqu'un repartir avec le censoir. On l'a arrêté à la porte de l'église. Le censoir n'est pas fixé. Vous avez une mauvaise personne qui passe. Le censoir, il faudrait au moins qu'il soit attaché, qu'on ne puisse pas l'enlever comme ça. Surtout qu'il est posé sur un autel qui n'est pas plus haut que l'écran. Autre exemple, vous voyez cette statuette qui est là. Elle se trouve en haut, là, normalement. Et vous voyez mieux, c'est le même hôtel, mais il y a 2 hôtels de ce type. Vous la voyez à droite, c'est beaucoup moins de valeur. Mais ces statuettes, celles-là sont classées monuments historiques. J'ai pris la main, j'ai mis dans ma poche. Elles font 20 cm, 22. C'est tant et le diable. Ça ne coûte pas bien cher que de les protéger. Donc, protéger les objets, c'est envoyer quelques moyens. Alors, moi, je vous donne quelques trucs qui sont connus, on a les mêmes en France, comme en Belgique. C'est parce que ce petit ange qui est au-dessus, là, qui fait 35-40 cm de hauteur, est fixé, en fait, par ce système de verrouillage qui est là. Il est fixé par en dessous. Donc c'est invisible, et en plus, ça a l'avantage que ça ne peut pas bouger. Hein, c'est un très bon système. Par contre, là, on a un système de fixation murale. Aujourd'hui, on fait mieux. Alors, autre petit détail. Pensez aux objets, c'est bien, mais aussi pensez aux accès. Combien de portes de sacristie qu'il suffit de pousser du pied et ensuite pousser du genou pour les défoncer. Et quand cette porte de sacristie est dans un petit village dont l'église est quasiment à la limite et que derrière c'est des champs, il n'y a pas d'habitation, n'importe qui peut y pénétrer comme il veut et emmener ce qu'il y a dans la sacristie. Donc, voilà un exemple de porte qui était mal verrouillée, derrière laquelle j'ai retrouvé des objets de culte. Bon, c'est le bon sens quelque part. Alors, donc, apporter des réponses adaptées, ce n'est pas nécessairement faire des gros investissements, même si quelquefois, certains peuvent être nécessaires. C'est savoir faire des vérifications normales et régulières. Les confessionnaux, bon, ceux-ci sont portes ouvertes, ça va. Vous avez des confessionnaux portes fermées. On a le cas à la cathédrale, et on a eu le tour 2 fois. Quelqu'un s'était enfermé dedans, on a fermé la cathédrale. Bon, ça va, c'est une personne dérangée qui s'est réveillée à minuit et qui à minuit a fait cette tapage pour qu'on la retrouve. Mais c'est plutôt gênant. S'il était un voleur, il emmenait ce qu'il voulait. Savoir vérifier les confessionnaux, doit être systématique.
savoir ranger les affaires après une célébration. Voilà un exemple. Cette photo-là. Celle-ci. Après une célébration, on a laissé le Cierge pascal sur son chandelier en bronze doré dans l'église. Attention, le petit lutrin qui est magnifique, qui est aussi classé monument historique, il ne faut pas grand-chose pour l'enlever. Hein. En plus, il n'est pas lourd. La sonnette que j'ai vue tout à fait par hasard, derrière l'autel, juste derrière l'autel. Le sceau bénite qu'on a oublié d'enlever après les funérailles. C'est du bronze. Ça part tout seul. Donc, amener les gens, les éduquer à ça, il y a des gens qui le font. Je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est important. Et puis, on a des sacristies qui, bien souvent, sont de beaux ensembles, bien organisés, mais mal utilisés. Dans le dernier tiroir en bas, nous avons retrouvé, en faisant l'inventaire, dans une boîte, un calice de 1737. Or, les calices de 1737 sont des pièces uniques, puisque toute la fèvrerie, grande partie de la fèvrerie, a été fondue pour payer les guerres de Louis XV. Quand on retrouve un objet d'art de ce type, il est exceptionnel. Quand on l'a fait expertiser, quand j'ai vu le résultat d'expertise, j'ai téléphoné au maire, j'ai dit, monsieur le maire, le calice, s'il vous plaît, dans un coffre-fort. On verra après comment on fait. Surtout, personne n'en reconnaissait l'existence, donc c'était pas la peine de laisser la sacristie, ça ne sert à rien. Par contre, ça peut être un objet qui peut être exposé dans l'église dans de bonnes conditions. Donc, savoir utiliser notre mobilier signifie que quelque part, un jour, on ait pris le temps de tout y regarder ce qu'il y avait dedans, de jeter ce qui va être jeté, et d'utiliser l'espace vide qu'on a créé pour y ranger correctement les objets qu'on doit protéger. Autre aspect, bien souvent il existe encore les étuis d'origine de vase sacré. Si on prend soin de les remettre dans leur boîte en les rangeant dans l'armoire, c'est une double sécurisation. Je suis désolé de voir l'autre jour un maire qui me dit « Michel, je suis bien embêté, le curé, il a emmené l'ostensoir, on ne sait pas où il est. » Oui, groupement de paroisse, etc. Mais l'ostensoir, il est propriété de la commune. On ne peut pas le déplacer dans une autre commune. C'est pas autorisé par la loi en France. Et je reçois un coup de téléphone et monsieur dit, c'est bizarre, j'ai 3 ostensoirs dans la sacristie. Mais j'attendais, et je savais que l'ostensoir de ce village avait été transféré dans ces 3 villages. J'ai rien dit. Bon, et là on va lancer, on a discuté hier, on va lancer une opération d'identification, parce qu'il y a une personne capable de retrouver, de dire si tel ostensoir est le nôtre, on va tester, on va voir. Mais si l'ostensoir avait été dans son étude, je ne suis pas sûr que le curé aurait pensé à le prendre. Il ne l'aurait pas vu. Alors, ce qui est possible de faire, ça c'est elle n'est pas encore dans le réseau cette église, elle devrait y rentrer prochainement, c'est Montreuil-sur-Mer, qui a mis une vitrine protégée, blindée sous alarme, où les plus belles pièces du trésor de l'abbatiale sont sous vitrine. On a vu il y a quelques semaines un excellent exemple à Tongres de mise en valeur des objets d'art. Allez-y. Peut-être que certains d'entre vous y sont allés. Mais allez-y, il y a des leçons à prendre. Dernier point sur lequel j'attire votre attention, c'est aussi une question de bon sens. Quand il y a des travaux dans une église, assurez-vous que l'échafaudage est sous alarme. Exemple, cathédrale d'Arras, il y a 4 ans. Un matin, on m'appelle, Michel, il manque 6 chandeliers en bronze, la statue de Saint-Benoît et la statue de Saint-Joseph en bois massif, toutes les deux. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? La cathédrale était sous travaux. Fermeture en tôle autour de l'échafaudage, mais sur 1,50 m de haut.
Les voleurs sont passés par-dessus le mur de tôle et ont tranquillement découpé, puisqu'il y avait un vitrail au niveau de la chaussée qui était accessible depuis l'échafaudage, ils ont découpé un morceau du vitrail, 40 sur 40, et ils ont emmené par là tous les objets que j'ai posés. Les bronzes dataient du 18e et les statues dataient du 16e. On les retrouvera pas. Tout ça parce que l'entreprise n'avait pas mis son échafaudage sous un arbre. Alors, bon, on peut être assuré, mais en plus ça c'est l'État, donc il n'y a pas d'assurance. Donc on ne verra jamais rien. Une commune s'assure, c'est différent. Donc on peut être assuré, c'est pas ça qui va vous rendre l'objet. Or, les gens sont très attachés au caractère, j'allais dire, sentimental, au caractère immatériel de la chose. Ça a peut-être pour certains plus de valeur que le coût lui-même de la chose. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Internet, ça c'est ce document français, mais qui est très bien fait. Sécurité des biens culturels. Vous le trouvez sur Internet, vous le téléchargez. Celui-ci, c'est celui de l'UNESCO. Bon, c'est Martine d'ailleurs qui me l'avait fourni. Après, il y a un document qui est un colloque, sécurité des biens culturels, donc aussi sur Internet, qui sont pleins d'infos intéressantes à récupérer.